Dans sa parution d'aujourd'hui, le Canard indépendant écrit « Dialogue dans un CPDC rénové, la réponse du pouvoir RPT à Madame Catherine Ashton ». Madame Catherine Ashton, c'est un peu Madame diplomatie de l'Union européenne. Et pour le Canard indépendant, cette initiative qu'on annonce de la part du gouvernement ne serait que la réponse du gouvernement suite à l'interpellation de Madame Catherine Ashton. Et le même Canard indépendant qui revient sur les préalables de l'ANC qui dit qu'elle est ouverte à des discussions approfondies qui offrent des gages d'équité, de crédibilité et de sincérité. L'éveil de la nation, pour sa part, écrit, c'est plus tellement sur le dialogue lui-même, c'est sur l'une des formations politiques, c'est l'UFC. L'éveil de la nation qui écrit « Relance du dialogue au sein d'un CPDC rénové, les regrets de Gilchrist Olympio pourront être bien tardifs ». Ça, c'est la page 3. Et à la page 6, on s'attend à ce que l'opposition aille dans ce dialogue-là en rang uni, ou en tout cas en s'entendant sur un sujet commun. Et il y a quelques jours, vous vous rappelez que le parti au but de Gabriel Agboyome Kodjo avait soufflé ces 3 bougies. Et Agboyome disait, je cite, « Nos retrouvailles au sein de l'opposition doivent l'emporter sur nos déchirements ». Une sorte d'appel à l'union de l'opposition. Mais le même évêque de la nation qui écrit à la page 5 que Nicolas Lawson, président du parti PRR, critique indirectement l'ANC. La nouvelle expression qui écrit aujourd'hui, la République des gloutons, l'UFC au centre des intrigues. Alors, quand on écoute cette idée des confrères, à la fois sur l'annonce du dialogue et les intentions supposées ou réelles qu'on attribue à l'un des partis politiques, au parti politique de l'opposition, comment voyez-vous notamment l'opposition se comporter si éventuellement ce dialogue devenait effectif? Oui, merci. Je voudrais d'abord réagir par rapport à la rencontre que la RCE a organisée la dernière fois. C'était hier. Pour ma part, saluer l'initiative parce que toute démarche qui consiste à réunir les abonnés et pour un meilleur rapport entre la CET et les abonnés, une meilleure qualité des prestations de services de la CET était saluée. Mais en tant que consommateur, ce qui m'intéresse surtout, c'est la baisse des tarifs qui n'a pas arrêté de progresser malgré et surtout à cause de contour global. Donc, moi, j'aurais aimé que la CET se penche essentiellement sur cette question-là. Bon, pour revenir au dialogue inter-togolais, je ne pense pas que une proposition de dialogue peut être interprétée comme une mauvaise démarche, puisque ce qui bloque essentiellement notre pays, c'est la crise politique. C'est ça qui nous empêche d'avancer et de rattraper le retard que nous connaissons par rapport aux pays qui nous entourent, notamment le Bénin et le Ghana. Donc toute initiative qui tendrait à apaiser les tensions et à planer les différends entre les partis politiques dans notre pays est à saluer. Mais simplement, c'est que souvent on a dialogué dans ce pays, mais que les résultats qui en sont sortis n'ont pas été, concluants, ou en tout cas n'ont pas résolu pour autant les problèmes. Donc s'il faut aller au dialogue, pourquoi pas? Je crois que ce serait une bonne chose, mais il faut d'ores et déjà se convaincre qu'on y va, pour qu'en sortent des résolutions immédiatement applicables ou qui nous sortent une fois pour de bon de la crise que nous connaissons depuis une vingtaine d'années. Donc il y a un certain nombre de revendications, de réformes en tout cas, sur lesquelles je crois que tous les partis d'opposition peuvent rapidement se mettre d'accord au-delà de leurs différences. C'est d'abord le retour à certaines dispositions de la Constitution de 92, notamment la limitation des mandats présidentiels, et pourquoi pas le retour à une élection à 2 tours qui conférerait au président élu plus d'assises qu'une élection à 1 tour. La révision des listes électorales, la réforme du découpage électoral également. Donc je crois que sur ces points-là, tous les partis politiques peuvent se mettre d'accord. Peut-être un peu moins le parti au pouvoir,
mais les partis d'opposition peuvent se mettre d'accord autour de cette plateforme. Après, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa vision de la politique. Là, les divergences sont compréhensibles. Merci à vous, Jean-Paul. Alors, quels sujets seront débattus à ce dialogue s'il devenait effectif? On ne peut pas encore le dire, mais le confrère Hope Nouvelle paru aujourd'hui écrit Fort Gnassingbé ou le rendez-vous avec l'histoire. Monsieur le Président, je veux retourner à ma constitution de 1992. C'est le souhait de Hope Nouvelle à l'endroit du chef de l'État. Et toujours, dialogue inclusif et résurrection du CPDC. Le confrère Le Tonnerre Théo Nyamsa paru aujourd'hui se demande si l'ANC peut enfin libérer les rues. Alors, quant à vous, Abbas Saïbou, vous semblez douter même de la bonne foi de Fort Gnassingbé dans ce dialogue qu'il vient de relancer. Oui, tout à fait, parce que d'abord, j'ai suivi tous les dialogues que le Togo a connus, parce que depuis 91. Depuis 91. Ça fait 20 ans. Oui, ça fait 20 ans. Et puis ensuite, je remarque que la méthode Fort n'a pas changé. Et la méthode des Adema n'a pas changé. En fait, c'est Fort a repris la même méthode, mais avec un peu de tact. Peut-être que, bon, quand on l'observe, on pense que c'est quelqu'un qui tranche avec le régime, mais fondamentalement, c'est le même. Comment ça se passe? C'est que le pouvoir en place utilise toujours une stratégie pour broyer ses adversaires. Et quand il n'a plus d'adversaires à broyer, il en cherche. Et donc, vous voyez que depuis l'accord politique global, ce dialogue aurait pu être instauré, mais Fort Gnassingbé a choisi tout simplement, excusez-moi le terme, d'émasculer Gilles-Christ Olympio. Et quand il a fini de l'émasculer, il est en train de broyer. Et puis il trouve que, il en a fini avec Gilles-Christ, parce que quand vous entendez les gens parler de Gilles-Christ dans les rangs du RPT, il ne vaut pas plus qu'un torchon. Et donc, il a broyé Gilles-Christ Olympio, maintenant au suivant. Et donc, je crois qu'il cherche encore d'autres opposants à broyer. C'est qui le suivant que chercherait Fort Gnassingbé à broyer? Oui, après avoir pris Gilles-Christ, parce qu'il était tombé dans le piège, dans le piège qui laissait croire que le problème togolais était tout simplement lié au contentieux historique entre les Olympios et les Gnassingbé. Alors si tel était le cas, une fois que Gilles-Christ est allé dans les bras, est devenu un lèche-botte de Fort Gnassingbé, il n'y aura pas de problème. Mais voilà qu'il a constaté que l'ANC a repris le flambeau. Alors maintenant, il faut changer de tactique. Je crois que le dialogue pour le dialogue ne servira à rien. Bon, je préfère plutôt négociation ou discussion. Mais là, si le pouvoir n'a pas de pression, s'il n'y a pas de pression avant, pendant et après les négociations, il n'y aura rien. Vous avez vu que pendant la conférence nationale souveraine, c'est les pressions qui ont conduit Adema à ouvrir la conférence. Il n'en a pas voulu. Il a voulu du forum du dialogue. Mais quand les gens étaient en train de discuter, finalement, vous avez remarqué que toutes les recommandations ou toutes les remarques étaient adressées non pas sur Adema, mais sur la conférence nationale. C'est le bureau, Monseigneur Podjo, c'est sur la table de Monseigneur Podjo que les remarques atterrissaient. Alors, Adema était un peu détaché, donc il a fait baisser la tension et il a utilisé sa stratégie. Il était tout bonnement en train de concocter ce qu'il devait faire pour reprendre le dessus. Et donc, un confrère l'a dit tout à l'heure, est-ce que, enfin, la rue va s'arrêter? Je crois que l'attitude de Fort Gnassingbé, c'est pour arrêter les pressions. Maintenant, pour ce qui concerne l'opposition, mais moi, je suis surpris que chaque fois, on pose le problème de l'unité de l'opposition comme un postulat. Alors, le faire veut dire que on a donné peut-être au RPT un argument, c'est de dire, mais vous pouvez voler, vous pouvez tout faire pour compter sur la soi-disant désunion de l'opposition. C'est clair parce qu'il y a des partis qui se posent comme des troisièmes voies, comme une troisième voie, comme par exemple le CAR. Vous ne pouvez jamais demander au CAR d'aller s'entendre avec qui que ce soit parce qu'à partir du moment où il a dit qu'il est la troisième voie, on n'est pas la troisième voie pour s'associer à l'un ou à l'autre. Donc à partir de ce moment-là, les choses sont claires. Mais de toutes les façons, il n'y a que deux camps. Il y a un camp pour le changement et puis un camp pour l'immobilisme. Alors, Jean-Paul Abbas disait... Qui on met dans l'immobilisme, qui est dans le mouvement. Alors,
on peut toujours discuter, hein, est-ce que c'est dialogue, discussion, négociation pour parler, conciliation, etc. Mais aujourd'hui, et puis Abbas a également relevé qu'un dialogue ne peut pas réussir si l'opposition ne met pas la pression. Mais une partie de l'opposition, notamment l'ANC et le FRAC, met la pression depuis 16 mois et apparemment il n'y a pas beaucoup d'évolution. Alors la question telle que la pose aujourd'hui Théo Nyamsa, le tonnerre, est-ce que quelle marge reste-t-il aujourd'hui à l'ANC? Refuser le dialogue en s'abritant derrière les préalables ou bien prendre le risque et aller au dialogue pour une fois? D'abord, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec Abbas quand il dit qu'il faut mettre la pression sur le régime avant, pendant et après le dialogue. C'est le seul moyen de tirer quelque chose d'un éventuel dialogue. Mais en même temps, je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que les marches de l'ANC participent à mettre cette pression. Je fais partie de ceux qui ont pensé que, à force de marcher tous les samedis, on a fini par banaliser la marche qui est une arme justement de pression. Donc aujourd'hui, c'est comme si les gens se lèvent c'est devenir ordinaire, alors que la marche devait être un outil extraordinaire plutôt. Donc je ne pense pas que les marches hebdomadaires constituent un moyen de pression sur le régime actuel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une crise qui couvre dans le pays, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social. Et le régime n'a pas d'autre choix que de discuter avec les partis politiques et avec les organisations syndicales ou les organisations socio-professionnelles. Donc, en fin de compte, Faure Gnassingbé n'a pas le choix. S'il veut que le pays soit apaisé et s'il veut que les réformes qu'il entend mettre en place se réalisent. Donc de ce point de vue, je crois que c'est une bonne chose de proposer le dialogue. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut que sortent de ce dialogue-là des réformes qui fassent avancer le pays. En même temps, l'ANC se trouve dans une situation très, très compliquée parce que jusque-là, il a fait on va dire, il a adopté une stratégie, une démarche qui consiste à s'opposer de façon systématique et à prendre la place délaissée aujourd'hui par l'ancienne UFC qui, comme l'a dit Abbas, est au gouvernement, donc marche avec le RPT. Donc, la posture que prend l'ANC aujourd'hui ne l'autorise pas à accepter de façon aussi facile un éventuel dialogue. D'où les préalables. Parce que la question que doit se poser l'ANC, s'ils vont au dialogue, qu'est-ce qu'ils y gagnent politiquement? Est-ce que rester dans leur posture actuelle n'est pas plus intéressant pour eux politiquement que d'aller au dialogue? Le dialogue, ça va se conclure comment? On va dire, voilà ce qu'on a gagné, voilà ce qu'on a gagné, voilà. Et en faisant ça, ils risquent de perdre une partie de leurs sympathisants, de leurs électeurs éventuels. D'où l'hésitation, on va dire, de l'ANC qui est toujours dans les préalables, dans un certain nombre de choses, des préalables qui font finalement que l'ANC n'ira pas à ce dialogue-là. Quant au CAR, le CAR a toujours eu une position assez mesurée, qui consiste à dire, bon, voilà, on est ouvert à condition que voilà. Et la cogestion, ils ont proposé un certain nombre de choses. Donc c'est une position beaucoup plus, j'allais dire, malléable que la position de l'ANC. Cette position n'est pas très payante politiquement, on l'a vu lors des dernières élections, mais en tout cas c'est la position du CAR. Le CAR prend le pari que dans plusieurs années, finalement, c'est cette démarche-là qui va être payante. Mais aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas une démarche qui est payante. Pour les autres partis, bon, Abbas a dit qu'il n'y a que 2 camps. Moi, je dirais peut-être qu'il y a 2 camps et demi. Mais les autres partis ne représentent pas grand-chose. Je veux dire électoralement, sans faire injure à qui que ce soit, mais électoralement parlant, depuis le début du processus démocratique dans notre pays, chaque fois qu'il y a élection, il n'y a que deux partis majeurs qui s'en dégagent, le RPT et avant l'UFC.
Bon, aujourd'hui, il n'y a plus l'UFC. Et en attendant que l'ANC se décide un jour à participer à une élection, on ne peut pas présumer de son poids politique dans le pays. Donc, les autres partis politiques ne représentent pas grand-chose électoralement, mais sur le plan politique, ils existent. Donc, il faut en tenir compte, d'où la réception d'un parti comme le PR par le président de la République. Mais alors, pour ce qui concerne les prochaines élections, l'ANC annonce déjà les couleurs que s'il n'y a pas toutes les garanties de transparence, non seulement l'ANC n'irait pas aux élections, mais Jean-Pierre Fabre dit qu'il n'y aura même plus d'élections au Togo tant que les conditions de transport total ne seront pas réunies. Alors maintenant, ces préalables que pose l'ANC, est-ce qu'elle trouvera satisfaction ou bien sur ces préalables feront qu'elle ira ou n'ira finalement pas au dialogue, mais on va suspendre là en attendant que Faure Gnassingbé ou bien la présidente de la République prenne l'initiative de lancer pour une fois de façon effective le dialogue et nous verrons qui ira avec quelle proposition ou pas.